Depuis mon enfance, j'ai grandi en écoutant les histoires de mon grand-père. Sa voix, grave et un peu rocailleuse, avait le grain du désert et chaque mot portait la poussière des routes et le goût métallique du silence après les tirs. C'était un homme qui portait dans son passé à la fois la dureté de la guerre et la discipline inflexible de la loi. Après la guerre de Corée, quand le monde apprenait à respirer autrement, il travailla comme policier à Leach, au Texas, et eut l'honneur, mais aussi le poids, d'être le premier hispanique accepté dans la fonction publique de cette région. À l'époque, ce n'était pas un simple emploi. C'était une brèche ouverte dans un mur ancien, une fissure dans le granit des habitudes. Certains le saluaient avec respect, d'autres détournèrent les yeux, il avançait malgré tout. Plus tard, entre 1960 et 1967, il devint agent de la patrouille frontalière, à une époque où la mission n'était pas seulement de surveiller des terres d'enveloppement désertes, mais d'affronter l'inconnu dans des étendues où la solitude et le silence pouvaient être plus menaçants que n'importe quel bandit. Ensuite, il poursuivit sa carrière au service des douanes des États-Unis et, dans les années 1970, à la DEA. Sa vie ressemblait à ces cartes du Sud-Ouest. De longues lignes droites, des angles brusques, des zones blanches où l'on n'écrit rien parce que l'on ne sait pas nommer ce qui s'y passe. Mon père parlait de lui avec un mélange de fierté et de pudeur. Il n'exagérait jamais, il laissait flotter des pauses, comme si ces silences faisaient partie de l'histoire elle-même. Beaucoup de récits étaient trop lourds, trop chargés d'images qu'on préfère ne pas transporter jusque dans la lumière. Pourtant, deux histoires, deux récits qui ne concernaient pas directement mon grand-père, mais ses collègues, se sont accrochés à notre mémoire familiale comme des épines qui ne s'arrachent pas. Elles revenaient parfois à table, comme un courant d'air s'infiltrant par une fenêtre mal jointe. À chaque fois, la maison devenait plus calme, et même la glace dans les verres semblait cesser de fondre pour écouter. Ces histoires se déroulèrent entre 1960 et 1967, alors que la famille de mon père vivait à Eagle Pass, petite ville plaquée contre le Rio Grande face à Piedras Negras au Mexique. Eagle Pass respirait la tension d'un lieu de passage. Un trafic constant de camions et de ragots, de regards lourds et de secrets légers, de marchés improvisés et de gestes discrets. On y sentait la rumeur d'un fleuve que les cartes prétendent apprivoiser, mais qui, la nuit, reprenait sa langue ancienne. Certains soirs d'été, la chaleur se posait sur le toit comme une bête, et on entendait, au loin, des chiens qui aboyaient sans objet. Alors on fermait les volets et on baissait le ton, non par peur des hommes, mais par respect pour ceux qui rôdent quand la frontière s'endort. Pour comprendre ces deux récits, il faut expliquer ce que l'on appelait les pièges de sable. La méthode était simple, presque enfantine. Sur les quais du Rio Grande, là où l'eau, malade de fatigue, acceptait qu'on la traverse à pied, les agents étalaient du sable et le lissaient avec patience, parfois avec une planche, parfois avec la paume, jusqu'à ce qu'il devienne une surface neutre, prête à tout dire. Le lendemain, au petit jour, il venait lire ce que la nuit avait écrit. Des empreintes nettes, des pas précipités ou mesurés, des traces de semelles familières ou de pieds nus, des indices minuscules comme l'écartement des foulées, le poids deviné d'un homme, la boiterie d'un autre. C'était rudimentaire, oui, mais d'une précision implacable, comme la main d'un oracle qui n'écrit qu'avec le vent. Pourtant, au fil des années, certains pièges avaient développé une réputation étrange. On y parlait d'un silence plus lourd qu'ailleurs, de corneilles qui ne venaient jamais se poser, de coyotes qui choisissaient un détour absurde pour éviter un carré de sable. Il y a des endroits, disait mon grand-père, où la nuit n'est pas la nuit mais quelque chose qui porte son habit. Le premier récit vient d'un collègue de mon grand-père, connu seulement sous le nom de Monsieur L. C'était un homme solidement ancré, grand, le crâne ras, des épaules qui faisaient penser à un portail de ranch. Son regard portait ce défi propre aux gens auxquels la peur a trop souvent rendu visite. On finit par lui refuser la porte.
Il riait des fantômes. Il les renvoyait à des histoires de Porsche, un verre à la main. Les lieux hantés, des caprices pour touristes. Le surnaturel, un mot pour expliquer ce qu'on n'a pas la patience de comprendre. Le poste se trouvait à Del Rio, à une distance qui n'est pas celle des kilomètres, mais des hésitations. Plus on approche, plus on sent qu'on devrait rebrousser chemin. Là-bas, pour atteindre la rive, il fallait franchir des portails de ranch, suivre des pistes de terre où le sable se levait par nappes, couleur d'os. La réputation de ce site était mauvaise. On disait qu'un soir, un cheval y avait refusé de passer sans raison, qu'une autre fois, un feu de camp s'était éteint d'un seul coup, comme si l'air avait tourné son visage. Les agents n'aimaient pas s'y attarder après le coucher du soleil. Monsieur L, pour qui la peur n'était qu'un outil mal réglé, demanda volontairement la mission. Il prit le véhicule de service, nota les heures, franchit les barrières, puis suivit la piste pendant plus d'1 heure, la poussière dessinant des halos dans les phares, jusqu'à l'endroit exact où la carte se tait. Le décor était étouffant. Les buissons de mesquite semblaient se pencher légèrement, écoutant. L'odeur de créosote montait de la terre chaude avec un relent de goudron, et le vent avait l'air de s'être assis quelque part, au loin, pour ne plus se relever. Le piège de sable, lissé dans l'après-midi, brillait sous la lune comme une vitre posée sur la terre. Aucun pas, rien qu'une promesse. Monsieur L cala le moteur, mit le frein, vérifia son revolver calibre .357. Il avait ce geste calme des gens qui ont répété 100 fois les mêmes mouvements. Il s'assit, alluma une cigarette, regarda longtemps la ligne noire du fleuve qui n'était visible que parce qu'elle n'était rien d'autre qu'un manque de lumière. Les heures passèrent avec cette lenteur qui n'appartient qu'au désert. La lune montait droit, puis glissait, lente, poisseuse, comme si elle redoutait d'éclairer. Le silence devenait une matière. On aurait dit du coton serré dans les oreilles. Pas un grillon, pas un cliquetis de métal qui se dilate, pas même le soupir des feuilles. Un silence si épais que même les souvenirs n'osaient de plus faire de bruit. Il pensa à sa femme, à la lampe de la cuisine restée allumée, au café du matin qu'il boirait froid par habitude. Il se parle à lui-même, à mi-voix pour se tenir compagnie. Vers 3 heures du matin, le silence se fendit. D'abord, ce fut un bruit incertain, comme des pas que l'on devine avant de les entendre. Puis, des craquements nets, branches sèches, lents, réguliers, mesurés. Le cœur de Monsieur L accéléra. Pas de peur, non, se dit-il, de simple présence. Il écrasa sa cigarette du pouce, laissa la braise mourir sans flamme. Sa main trouva le métal du revolver, froid, rassurant. Il attendit, retenant sa respiration, afin de ne pas brouiller le son avec le souffle de sa poitrine. De l'obscurité surgirent 3 silhouettes. Au début, elles semblaient humaines, comme 3 hommes marchant en file indienne, comme le font ceux qui connaissent ces terres et veulent cacher leur nombre. Mais à mesure qu'elles avançaient, l'impossible se révéla. Leur corps était noir, pas seulement sombre, mais d'un noir qui ne renvoie rien, qui avale la lumière au lieu de la laisser fuir. Aucun détail de vêtements, aucune couture, aucun reflet de peau. Des silhouettes pleines, comme si l'ombre avait pris au sérieux son travail et s'était mise debout pour marcher. Les yeux, c'est là que tout vacilla, reflétaient la lune d'une manière qui n'appartient pas aux hommes. Un éclat d'ambre métallique, comme les yeux des chats dans les granges, comme un avertissement animal. Il cria. Il ordonna d'arrêter. La voix lui parut étrangère, creuse, trop petite pour remplir l'espace. Les silhouettes ne réagirent pas. Elles continuèrent à avancer, exactement, patiemment, en file, avec la régularité d'un mécanisme. La sueur de Monsieur L refroidit sous sa chemise. Il pensa, ce sont des contrebandiers, ce sont des hommes, ce sont... Et son esprit refusa d'achever la phrase.
Il enclencha le projecteur du véhicule. Un cône de lumière blanche ouvrit la nuit comme un couteau. Après de longues minutes, le cavalier s'évanouit pour de bon. Pas brusquement. Plutôt comme une idée qui s'efface parce qu'on la regarde trop. Angus ralentit, non par renoncement, mais par méthode. Il mit pied à terre. Le sol était sec, légèrement craquelé, avec ses plaques de terre battues où l'empreinte d'un sabot s'inscrit proprement. Il laissa son cheval souffler, lui caressa l'encolure. La peau frémissait sous ses doigts, couverte d'une sueur fine où flottait un sel amer. Puis il se pencha. Ce qu'il vit d'abord le satisfit, ses propres traces, nettes, du départ jusqu'ici. Il suivit la piste en sens inverse, revint sur ses pas, vérifia les endroits où la poussière fine conserve mieux le dessin. Partout, seulement les empreintes de son cheval et, par-ci par-là, des traces anciennes, indistinctes, brouillées par le vent. Aucune trace d'un second animal, rien. Il se redressa, tourna lentement sur lui-même. La plaine ne lui rendit que sa lumière. Il resta longtemps immobile, le chapeau baissé pour faire écran, conscient de sa respiration, du battement de son cœur, du petit bruit de salive qu'on avale quand il n'y a rien à dire. Là, au milieu de ce vide lumineux, il éprouva une sensation qu'il décrivit plus tard comme une solitude regardée. Pas une solitude ordinaire, mais une solitude qui vous observe en retour, qui vous jauge et vous laisse repartir. Il remonta à cheval, non pas par défaite, mais par accord tacite avec ce qui, ici, a droit de passage. De retour à la base, il raconta. Les rires fusèrent, comme il est d'usage chez des hommes qui n'aiment pas que le réel s'amuse d'eux. On parle de mirage, de fatigue, d'un reflet chaud au-dessus du sol qui déforme les distances. Angus accepta tout cela d'un signe de tête, par politesse, envers les explications. Mais au fond, il savait. Il connaissait les mirages. Il en avait vu danser sur les routes, tanguer au loin comme des mares impossibles. Ce jour-là, il n'avait pas vu de l'eau là où il n'y en avait pas. Il avait suivi un cavalier là où il n'y avait aucune empreinte pour l'attester, et c'est le sol, non ses yeux, qui avait porté le désaveu. Ces deux histoires, racontées par des hommes qui connaissaient trop la dureté des jours pour céder au théâtre de la peur, disent la même chose par deux chemins différents. Elles disent que la frontière garde autre chose que des chiffres et des noms, des saisies et des rapports. Elles gardent des zones de silence qui ne sont pas vides, des morceaux de nuit qui savent encore marcher, des horizons si larges qu'ils laissent passer des choses qui ne nous appartiennent pas. Parfois, le sable devient une page que personne n'a écrite, et la lumière, une révélation qui n'explique rien. Mon grand-père, quand il finissait ses récits, ne cherchait pas de morale. Il disait simplement « On ne sait pas tout, on croit patrouiller une ligne, on oublie qu'elle coupe des histoires plus anciennes que nos insignes. » Alors nous restions silencieux un moment. Dehors, le vent se levait entre les arbres rares, une voiture passait au loin. La maison reprenait son bruit. Je me disais que peut-être la peur n'est pas l'ennemi. Elle est l'outil qui nous rappelle où poser le pied. Et parfois, où ne pas le poser. Aujourd'hui encore, lorsque je pense à Del Rio et au piège de sable resté vierge, je sens ce froid particulier que donnent les questions qu'on ne peut pas formuler. Et quand je revois, dans ma mémoire, le cavalier d'Angus, trottant toujours juste un peu plus loin, je comprends que certaines distances ne se mesurent pas en mètres, mais en regards. La frontière, disent les cartes, sépare. Peut-être qu'elle assemble aussi l'espace d'une marche d'ombre ou d'une poursuite sans empreinte. Deux mondes qui ne devraient pas se toucher et qui pourtant se saluent en silence.